Bonjour, nous sommes le vendredi 16 mars 2018. Il y a 2 jours, avant-hier, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait le défecteur Skripal sur cet espion, ex-espion russe qui a été victime d'une tentative d'assassinat et sa fille aussi qui se trouve à ses côtés. Et j'évoquais une atmosphère de guerre froide. Et ce matin, 2 jours plus tard, on se réveille et si vous regardez les journaux, si vous regardez la télévision, si vous vous informez un peu, vous apercevez que nous sommes non pas au début d'une guerre froide, non pas dans une guerre froide larvée, mais que nous sommes au plein milieu et que on vous en informe. On vous en informe en vous expliquant que les services secrets russes ont infiltré entièrement les réseaux d'électricité dans nos pays, qu'il y a des hackers qui sont prêts au sein des centrales nucléaires américaines à pousser sur le bouton, sur la gâchette ou sur le bouton de l'interrupteur. Et on vous explique, voilà, nous sommes au milieu d'une guerre froide entre la Russie et l'Occident. Et si vous informez un tout petit peu plus, vous apercevez que les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. Parce que les mesures qui sont prises aux États-Unis ce matin et hier soir sont des mesures qui impliquent que le pays est dans un camp et que le président est dans un autre. Voilà, ça se dessinait déjà un petit peu, mais c'est une situation un peu inhabituelle. Et comme on sait que c'est un président qui a encore entre 35 et 40% de l'opinion qui le suit, de l'opinion de son pays qui lui est favorable, c'est d'un pays assez divisé que l'on parle aux États-Unis. Il y a un affrontement entre le gouvernement des États-Unis et la Russie, et il y a un affrontement au sein du peuple américain entre les partisans de monsieur j'allais dire Poutine, de M. Trump, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, et du reste de la population dans son ensemble. Et je vous mettrai une image en dessous de la vidéo, et si vous voyez la vidéo indépendamment de l'image, je vais quand même vous la décrire. C'est une jeune russe, une égérie poutinophile, qui brandit un grand portrait, c'est un triple portrait, c'est un triptyque où on représente 3 personnages. Il y a là M. Trump, il y a M. Poutine et le 3e personnage c'est Mme Marine Le Pen. Et alors c'est très intéressant pour nous occidentaux, je veux dire européens de l'Ouest, c'est la représentation, le type de représentation de ces 3 personnages. C'est ce que nous avions l'habitude d'appeler du réalisme socialiste en termes d'esthétique, d'art, pour autant qu'on puisse encore parler d'art dans un cas comme celui-là. Le réalisme socialiste, typique de l'Union soviétique, c'est une représentation très solennelle. Les traits des personnages sont extrêmement améliorés par rapport à la réalité. Vous verrez un monsieur en particulier, un monsieur Trump extrêmement svelte dans cette image. Et tous trois regardent dans la même direction, avec le même visage déterminé. Ça vous rappelle de ces anciennes images où on voyait Marx, Engels et Staline regardant dans la même direction avec le même regard déterminé. C'est une évocation sans doute involontaire, parce que je ne pense pas que les gens qui ont fait ce tableau imaginent que nous allons immédiatement penser à Marx, Engels et à Staline, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. En Chine, avec Mao Tse-tung, on a eu des représentations du même type. Et cette jeune femme, Anna, elle apparaît dans un documentaire qu'on a pu voir sur Arte il y a quelques jours et qu'on peut toujours revoir. Je vous mettrai le lien. Et dans ce reportage, il y a des tas de scènes très, très intéressantes. Je vous parlais de deux en particulier. La première, c'est quand on interroge la grande directrice de la chaîne de télévision russe, RT, qui représente l'opinion du régime en tant que tel, donc les opinions qui ne sont pas très éloignées de M. Poutine. Et la personne qui fait le reportage, le documentaire, pose à plusieurs reprises la même question sous des formes diverses à cette dame en disant: est-ce qu'on est dans une guerre froide, est-ce qu'on est dans une guerre entre l'Est et l'Ouest? Et chaque fois la dame lui répond
elle croit être très maligne, mais en fait, elle donne la réponse, elle donne la réponse à celui qui pose la question. Elle dit, et vous, vous êtes dans quel camp? C'est-à-dire que pour elle, il y a pas le moindre doute qu'il y a une guerre et qu'on est dans un camp ou dans l'autre. Et en posant au reporter la question, dans quel camp êtes-vous? Elle lui fait sous-entendre que qui sait très bien qu'il y a une guerre. Peut-être qu'il le sait très bien, on n'en sait jamais. On ne sait jamais. Mais nous, je veux dire, Paul Chorion, de mon côté, vous qui regardez ça, on est peut-être un peu surpris d'entendre ça, d'entendre dire la représentante de la chaîne RT, de dire on est dans une guerre et on est d'un côté ou on est de l'autre. Alors, quel est ce côté? Eh bien, je crois que le tableau de l'égérie, Anna nous le montre très clairement. Il y a ceux qui aiment d'un côté M. Poutine, M. Trump et Mme Le Pen, et puis il y a les autres de l'autre côté. Alors est-ce que ça recoupe entièrement la division ancienne États-Unis d'un côté, Russie? Non, puisqu'on a M. Trump au milieu du triptyque. Non, c'est pas lui au milieu, il est sur un côté, c'est Madame Le Pen qui est au centre. Et une autre scène est très intéressante dans ce reportage, je vous mettrai aussi la photo, c'est que, vous vous souvenez, et en particulier sur mon blog, on s'est posé la question pendant la campagne présidentielle en France, pourquoi était-il si difficile de mettre du même côté, de faire s'accorder le Front de gauche et les représentants du type Monsieur Hamon du côté socialiste durant la campagne électorale. Vous étiez nombreux à dire ben, on est tous ensemble, qu'on se mette tous d'accord, etc., etc. Et la photo que vous allez voir vous montre que les choses sont plus compliquées, que c'était pas possible, parce que entre ces deux composantes, le front de gauche et les partisans de Monsieur Hamon, la division passait au milieu, la division des deux camps qui sont là maintenant en présence dans cette nouvelle guerre froide. Il y en avait certains d'un côté et de l'autre. Vous allez voir la photo. La photo, une fois de plus, pour ceux qui ils ne la verront pas, eh bien, elle est très simple. C'est une réunion de représentants de la France et de la Russie. Et il est clair que c'est une réunion qui a réuni du côté francophone un certain nombre de gens qui sont des admirateurs et voilà de Monsieur Poutine. Et il y a représenté à la table, il y a au milieu, il y a un certain Monsieur Ponce qui représente le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles. Alors il y a à sa gauche, à lui, il y a Monsieur Asselineau qui est, comme vous le savez, c'est un parti d'extrême droite français qui s'appelle l'UPR et qui travaille en particulier pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. Oui, je sais, certains d'entre vous vont me dire que M. Asselineau n'est pas d'extrême droite. Ne recommandons pas cette discussion à l'infini. Je crois que la plupart des gens raisonnables savent exactement où se trouve M. Asselineau et que c'est à l'extrême droite et pas ailleurs. Donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Ce qui est plus intéressant, c'est la personne qui est à la droite du monsieur de Valeurs Actuelles et qui était un représentant de la France insoumise. Alors, vous voyez, vous comprenez du coup que non, il n'y a pas eu seulement une fracture dans la gauche entre les représentants, les gens qui soutenaient M. Hamon et ceux qui soutenaient M. Mélenchon. C'était pas une fracture, c'était les deux camps de la guerre de la guerre froide dont on parle. Et même chose qui s'est passé ensuite dans la fracture du front de gauche lui-même. Et là, il est assez étonnant d'un point de vue historique, et c'est une petite ironie, mais enfin c'est voilà que là aussi la fracture c'est entre les deux camps. Et paradoxalement, le Parti communiste ne se trouve pas du côté de la Russie, alors qu'on pourrait imaginer d'un point de vue historique que ce serait le cas. Et quand vous voyez tout ça, quand vous voyez ce reportage, quand vous réfléchissez à tout ça, quand vous regardez l'information qu'on a ce matin dans les journaux, vous comprenez aussi ce qui s'est passé récemment dans cette tentative de mise sur pied d'une chaîne télévisée
rapprochant les partisans de la France insoumise et du groupe de Monsieur Hamon d'autre part. Là aussi, comment voulez-vous que le média ait pu fonctionner, puisque la fracture entre les deux camps passe entre les deux. Et je vous répète bien, il ne s'agit pas d'une fracture gauche-droite de type traditionnel, il ne s'agit pas non plus de la Russie contre les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué, c'est une fracture au niveau du monde entre les partisans de messieurs Poutine, Trump et Madame Le Pen d'un côté, de manière directe ou apparentée, et de l'autre côté, tout le reste. Curieusement, on se demande où la Chine pourrait se placer là-dedans. Et à mon sens, si on réfléchit un petit peu à la direction keynésienne dans laquelle s'engage la Chine à la suite de son abandon d'un stalinisme, je dirais, de type classique. Il n'est pas évident, me semble-t-il, de quel côté la Chine se trouve. Il est plus que probable qu'elle représente une troisième voie à l'intérieur de ce tableau, et ça ne dérange peut-être pas que les deux autres s'occupent en ce moment l'un de l'autre essentiellement. Ça lui fait un petit peu de place. Alors c'est intéressant. C'est ce que ça me rappelle d'un point de vue personnel, c'est les interventions que j'ai faites, on devait être en 2010 ou 2011, et quand tout à coup est apparu les fuites Wikileaks, la personne de Monsieur Assange, et ces affrontements que j'ai appelé la guerre civile numérique, et qui a donné lieu à un petit livre que j'ai publié aux éditions textuelles à l'époque. C'était avant qu'on ne parle de Monsieur Snowden. Dans le cadre actuel, il faut bien dire que M. Assange apparaît carrément assez aligné du côté de l'axe Poutine-Trump. Marine Le Pen, il ne semble pas y avoir de très grand doute de ce côté-là. Il a choisi son camp. C'est peut-être pas le meilleur, mais comme je vous dis, moi je suis pas là pour distribuer des bons points ce matin. C'est plutôt faire un constat, un constat de type journalistique où on se trouve. Nous sommes dans une guerre civile, nous sommes dans une guerre civile de l'humanité, nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Les choses apparaissent comme la Russie contre les États-Unis, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas non plus la gauche contre la droite. C'est d'un autre ordre, c'est d'un certain côté, je dirais, les gens qui s'identifient ou qui considèrent comme un moindre mal l'ultralibéralisme qui nous fait pas beaucoup de bien dans nos pays, et de l'autre côté, c'est un populisme de type proto-fasciste, appelons-le par son nom, qui nous propose une alternative ou une pseudo-alternative à cela. Ma position, vous la connaissez, je ne veux pas employer des mots comme socialisme ou social-démocratie parce qu'ils ont tellement été galvaudés qu'ils n'en sont plus de beaucoup d'usage. Enfin, moi j'utilise encore le mot socialiste en le mettant entre guillemets et en disant à l'ancienne, selon la tradition, etc. Je préfère employer le mot de keynesianisme qui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Penser tout avec Keynes, où j'ai dit ce que je pensais de lui. Je le critique, je considère qu'il y a un grand défaut chez Keynes, c'est qu'il met trop entre parenthèses l'existence de rapports de force. Si on fait ça, on se laissera berner un jour ou l'autre. Donc il ne faut pas le faire. Mais il y a une autre voie, malheureusement elle ne représente plus grand-chose dans l'opinion. Il y a chez nous cet affrontement entre ces deux camps, dont l'un est pire que l'autre, à mon sens, oui, celui qui est véritablement proto-fasciste est encore plus dangereux à l'heure qu'il est aujourd'hui. L'autre, ce que j'ai appelé souvent le fascisme en col blanc, il est un moindre mal pour le moment, mais il ne faut pas rester là-dedans non plus. Ils s'alimentent l'un l'autre. C'est le fait qu'ils soient médiocres tous les deux qui fait qu'ils s'alimentent l'un l'autre. Et comme le disait un commentateur, je lisais l'autre jour, qui est un des deux commentateurs américains excellents, la raison pour laquelle le populisme renaît toujours de ses cendres, c'est que les gouvernements libéraux qui reprennent leur place quand les autres se sont effondrés ne s'attaquent pas véritablement aux problèmes qui avaient conduit à la montée du populisme. Et du coup, on repart toujours
chaque fois pour un tour, il serait bon qu'on se concentre maintenant sur de véritables solutions. Keynes tout court, c'est pas suffisant, mais Keynes amendé, je dirais, avec les problèmes et les trucs qui pendaient encore et qui n'étaient pas tachés, tout ça réparé, ça fait quand même un système que je vous recommande, qui est quelque chose qui est davantage vivable pour les populations dans leur ensemble. Voilà, petite note ce matin. Je ne sais pas quand ça ira en ligne, je ne sais pas si je suis dans un hôtel où il y a une bonne ou une mauvaise connexion, on verra. En tout cas, moi je fais ça, il est 9h30. Allez, à tout à l'heure.